Est-ce que, sur le plan idéologique, sur le plan politique, est-ce que Chadli, de l'époque, l'ancien président Chadli, pouvait-il incarner un quelconque changement? Non. Non. Parce que cette voie moyenne, je pense qu'elle était pensée, et contrairement à ce que tu disais, je te contredis. C'est tant mieux que ce soit. C'est très bien. Je pense que ceux qui ont les décideurs, entre guillemets, puisque c'est le cabinet noir, a compris l'importance du virage de Boumediene dans la deuxième partie des années 70, c'est-à-dire ce glissement vers l'élection. Gérer l'Algérie comme l'a fait Boumediene dans les années 60 et la première moitié des années 70 était devenu impossible. Impossible en raison de la pression internationale sur les questions de liberté. C'est ce qu'on en a dit, c'est déjà ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Ça rentre dans la grande offensive du bloc capitaliste et libéral contre le camp communiste. D'accord. Et c'est une grande guerre qui va se terminer, comme on le sait, en 1989 par l'effondrement de l'Union soviétique et des satellites. Et je crois qu'ils ont compris ça. Ils ont compris. Et ils l'ont compris, et contrairement aussi un peu pour t'apporter la contradiction, je crois qu'il y a dans les services algériens un certain nombre de gens qui ont été aux écoles du KGB, qui connaissent les méthodes du KGB, qui connaissent les failles et les faiblesses des méthodes du KGB, et qui ont compris, entre autres, il n'est pas le seul, le Kalayat aussi. Qui l'a remplacé après. Ces gens-là qui ont été en Union soviétique et qui ont appris le métier en Union soviétique ont été aussi sensibles à... probablement, ils ont été de bons observateurs aussi de la société soviétique. De bons observateurs dans le sens où ils voyaient les fissures et les failles qui fissuraient le système soviétique du fait des attaques de l'Occident libéral qui avait encouragé, il faut se souvenir, les prix Nobel Solzhenitsyn, Bulgakov et le grand savant soviétique, plus les dissidents soviétiques qui deviennent de plus en plus nombreux et importants dans les années 70, et à ce moment-là, sous la pression de l'Occident, l'Union soviétique commence à relâcher quelques-uns. Elle relâche un certain nombre de dissidents, par exemple un brillant mathématicien qui a été récupéré par les Français, qui s'appelle André Pliucht, dont j'ai eu le fils comme étudiant à l'université de Paris 7 où j'ai enseigné. J'ai eu de très longues discussions avec le fils, je connais le père, il était inabordable, on ne pouvait pas le voir, mais j'ai eu beaucoup de discussions avec le fils sur cette expérience de l'ouverture qui se profilait dans les années 70-80. Et donc, je pense que les gens qui ont été formés en Union soviétique, les gens des services qui ont été formés en Union soviétique ont compris la fragilité du système. Et ils voyaient, et contrairement à ce que tu dis, je pense que c'est ça le débat, ils voyaient les choses venir de loin. C'est une expérience qu'ils ont acquise in vitro, c'est-à-dire en Union soviétique sur place. Ils observent la fissuration, si je puis m'exprimer ainsi, d'un système totalitaire. Revenus en Algérie, je crois qu'ils ont tiré la leçon. Ils ont trouvé que Boumediene, finalement, si ce n'est eux qui l'ont conseillé, il faudrait voir à l'époque s'il n'était pas déjà en activité au moment du temps de Boumediene, dans cette... Bien sûr. Il était patron, bien sûr. Donc ils ont dû lui dire il faut faire évoluer le système et le système il faut en finir avec le leader révolutionnaire, ça ne tiendra pas la route. Et l'évolution du système, d'après toi, parce que moi je veux avancer dans la réflexion et dans le débat. Et l'évolution du système, d'après toi, c'était entre Mohamed Salah Yahyaoui et Abdelaziz Bouteflika de l'époque, il fallait quelqu'un
du juste milieu, ou du moins qui n'a rien à voir avec ces deux tendances, ces deux clans, qui étaient Chedli. Je t'ai posé la question, est-ce que Chedli en 79 pouvait-il incarner un quelconque changement, une quelconque nouvelle orientation, ou du moins une quelconque autre continuation, sachant que, d'après tous les analystes, Chedli n'a pas continué le même chemin que celui de Boumediene. Sur la personne, non. Je ne parle pas de la personne. Chedli qui a incarné le système. Le système, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on est revenu à cette histoire de ces décideurs et le côté sombre des décideurs. Est-ce que, à ton avis, en 79, lorsqu'il y a eu le choix sur Chedli, est-ce que c'était un choix pour l'Algérie ou un choix pour ces clans-là à l'intérieur du pouvoir, à travers un homme qu'il considérait à l'époque un homme faible, qui n'a pas la culture de l'État, qui n'a pas la culture du pouvoir, qui ne peut pas exercer le pouvoir avec une certaine autonomie, qui était ni autoritaire ni rien du tout, qui était chef de région de la deuxième région militaire. Ils l'ont présenté comme quelqu'un de sage, d'accord, mais qui plutôt aimait plus la vie qu'autre chose, qui ne voulait pas de la chose politique, etc. Est-ce que c'était pas une ruse justement pour qu'ils prennent en otage le pays autrement? Ça c'est certain. Le problème c'est qu'il a fait l'illusion d'un personnage de comédien dell'arte. C'est-à-dire une figure sympathique. Effectivement, il a une figure moins rugueuse, moins dure, moins austère que celle de Boumediene. En tout cas, le premier Boumediene. Et même après, chacun a un regard débonnaire. Il n'a pas le regard perçant de Boumediene. D'autre part, je crois que le système a trouvé la solution la moins coûteuse et la moins dangereuse pour faire une passation vers l'après-boumedienisme. Peut-être que, excuse-moi, peut-être que le régime à l'époque, et je parle de 79, je ne parle pas de ce qui s'est passé après et comment Chedli avait pris en main l'ensemble du système, et c'est comme ça qu'il a pu survivre à tout le système jusqu'à 1992. Est-ce que le système de l'époque ne voulait pas, à travers la désignation de Chedli, survivre à travers lui, avoir la même mise sur le pouvoir, sur l'Algérie, sans être dérangé quelque part? D'autant plus que, d'après les analystes, d'après ceux qui ont vécu le moment, tout le monde considérait que Chedli n'allait pas durer. C'est un peu difficile. Moi, je ne peux conjecturer là-dessus qu'à travers ce que j'ai lu, parce que moi, j'ai quitté l'Algérie en 70 et je suis revenu en 86. Ok. Parce que... avec une distance. Ça peut avoir son intérêt de voir les choses avec recul et avec distance. Le Chedli en question, personne n'a pris au sérieux la désignation de Chedli. On savait très bien qu'il faisait de la figuration. Je disais tout à l'heure, la fois dernière, que autour de Chedli, il y avait un certain nombre de gens qui probablement comme disait l'autre, des militants de l'ombre, des militants, des seigneurs de l'ombre. J'ai parlé de ce fameux lieutenant-colonel Klim, qui est le son aide de camp, et qui probablement a participé à réorienter la stratégie du PRS vers un rapprochement. Chedli, Boudiaf. C'est ça, j'y crois dur comme fer. Je n'ai pas de preuves, je n'ai pas d'informations, mais j'y crois dur comme fer. Donc le problème, c'est pour ça que on peut aussi inclure là-dedans cette initiative qui a été prise par le seul opposant qui a tendu la main à Chedli, c'est Boudiaf. Eitchman ne l'a pas fait. Et c'est quand même significatif. En tous les cas, très significatif. En tous les cas, nous allons avancer. C'est très significatif. Pourquoi? Parce que Eitchman a autant d'amis et autant de sympathie pour les Marocains que Boudiaf. Mais, pour reprendre la formule qui nous a été servie, comme il vivait en Suisse, il était moins sous pression, c'est ce qu'on nous a dit, que Boudiaf. Mais Boudiaf, il a ses entrées au palais.
Mais entre nous, l'Arda. Donc, oui. Boudiaf a ses entrées au palais, il a ses entrées auprès d'un certain nombre de décideurs marocains. Alors là, je ne peux pas dire s'ils sont militaires ou pas militaires, peu importe. Il est pratiquement la personne idoine qui pouvait travailler à un renforcement des relations et un changement du rapport entre le Maroc et l'Algérie une fois Boumediene disparu. Mais éventuellement, ça relève de la supputation. Parce que qu'est-ce que pouvait représenter Qu'est-ce que pouvait représenter Boudiaf a donné les gages, et ça, je pense qu'il le savait. Les services algériens le savaient. Il a donné des gages de son engagement vis-à-vis du Maroc. C'est ça qui est troublant dans l'affaire. C'était quand ça 75. Non, mais nous sommes en 1979 avec la désignation de Chedli. Oui. Qu'est-ce que pouvait représenter un certain Mohamed Boudiaf en 79 ? Pourquoi Rien du tout. C'est lui qui a tendu la main, mais on a vu au fur et à mesure que rien n'a été donné à Boudiaf, on n'a même pas fait appel à lui. Le lendemain de 79, c'était le 5e congrès du FLN. De 1904. Il n'y a pas eu de contact avec Boudiaf. Je ne vois pas les choses comme ça. Je ne vois pas les choses comme ça. Non, mais moi, je vois les choses à travers l'analyse de l'histoire. Oui, mais moi, je vois les choses autrement. Je les vois en tant que militant, dans un mouvement qui est prêté. Parce que jusqu'en 79, j'étais encore militant du PRS. Oui. Donc, on a discuté beaucoup de problèmes de cette main tendue de Boudiaf qui a été rejetée. Peut-être que c'était un problème non. PRS. Peut-être que c'était pas... Non, c'était pas un problème PRS. J'en avais dit, le PRS, dans son écrasante majorité, était pour l'autonomie et l'indépendance du Sahara occidental. C'est clair, on l'a déjà dit. Le seul qui était dissident, c'est Boudiaf. Boudiaf était pour la marocanité du Sahara. C'est indiscutable. C'est peut-être parce qu'il était pour la marocanité du Sahara qu'il pouvait intéresser un certain nombre de gens en Algérie qui seraient pour le bradage du Sahara occidental, de l'affaire du Sahara occidental et un rapprochement. Mais pourquoi tu ne ferais pas une autre interprétation du fait historique ? Oui. Peut-être que Boudiaf, en 79, a voulu se racheter et corriger sa position par rapport à la question du Sahara occidental. Et voulait corriger sa position parce que plus tard, on a su de Boudiaf, de lui-même d'ailleurs, qu'il a revu et corrigé sa position concernant le Sahara occidental. Il n'en a plus parlé. Il a dit j'interviens plus dans cette histoire. Même dans l'entretien qu'il avait eu avec Mohamed Abbas, il n'y avait rien qui disait que Boudiaf était encore sur sa position, campait encore sur sa position de 75. Peut-être que c'est une façon de se racheter, de se rapprocher également de l'Algérie pour dire mes amis, écoutez, on peut faire quelque chose là-bas. Le sentiment de l'exclusion, il est terrible. Se sentir exclu. Et le régime algérien, il a l'art et la manière d'exclure ses propres enfants. Moi, je ne crois pas qu'on ait pu faire appel à Boudiaf et surtout de lui envoyer quelqu'un pour l'entretenir et lui faire faire un entretien sans avoir dans l'arrière-pensée qu'il pouvait jouer un rôle dans le rapprochement algéro-marocain. Mais le rapprochement algéro-marocain, il faudrait le dire... Pas au détriment de l'affaire du Sahara occidental. C'est beaucoup plus complexe. Tu m'as dit hier, quand on avait fait les séances précédentes, que c'était une affaire complexe. Elle est très complexe, cette affaire du Sahara occidental. Parce que Boudiaf n'a jamais changé ses positions. Il n'a jamais pris publiquement une position pour dire « je me suis trompé dans l'affaire du Sahara occidental ». Il ne l'a jamais fait. Mais il n'a jamais continué à répéter la même position. Il n'en avait plus besoin. Il n'avait plus besoin. Pourquoi il le dit ? À qui il le dit ? Par contre, il a été retenu de ça que certains courants à l'intérieur du pouvoir algérien qui ont intérêt à une amélioration ou une décrispation des rapports avec le Maroc sont allés dans ce sens. Et ces courants-là, c'est quelque chose qui tombe sous le sens. Ce sont des courants qui aussi ont une sorte
de faveur ou plutôt de préférence à un alignement sur la France plutôt que sur l'Union soviétique. Et je te rappelle, je ne sais pas si c'est une information que nous donnons à nos amis qui suivent, mais qu'ils peuvent vérifier dans la presse. C'est une information que j'ai eue dans un journal très spécialisé. Je crois que c'est le Moussi, c'est un journal qui s'occupe du commerce international, parce que quand on était dans le parti, on faisait la revue de presse des accords. Je crois que dans les années 80, puisque j'ai continué à consulter ces journaux-là à la bibliothèque d'une revue Maghreb Machad. Machad Maghreb. Dans la documentation française. Oui. J'allais très souvent là-bas. C'est là-bas que j'ai rencontré mon ami Ramadan Rajala, je parlais hier. Et on discutait, il me donnait un certain nombre d'informations. Donc, dans ces revues, j'avais lu un autre filet dans une revue spécialisée que l'Algérie, avec Cheb Ibn Jdid, quand il est parti se recueillir sur la tombe du soldat inconnu en 1981, envisageait d'enlever aux soviétiques le maillage de l'espace aérien algérien pour le confier aux Français. C'est ce qui a mis le feu aux poudres. Tous les cas, c'est très, très, très important. Nous allons continuer sur donc la période de Chadli, l'arrivée de Chadli, et on commencera par les grandes crises qu'a connu le régime de Chadli le lendemain de son arrivée au pouvoir, à partir de cette histoire du printemps berbère de 1980, que nous considérons comme une date très très importante dans l'évolution de la société algérienne et également du système politique du régime, etc. en Algérie.